Kilimanjaro, Mao, Kilimanjaro, Malan, Kilimanjaro, Mama. Il y a eu des précurseurs, parce qu'en fait, tu as eu ce qu'on appelle les 30 glorieuses de la musique camerounaise. Là, il y a le Makossa et le Bikutsi même aussi, avec les têtes brûlées, etc. Tu fais 70, 80, 90. Voilà les années de gloire de la musique camerounaise. À partir des années 2000, tu as un phénomène qui arrive, un phénomène nocif qui arrive, qu'on appelle le piratage. Bon, on appelle ça piraterie ici, mais le bon terme, c'est le piratage des œuvres, qui fait que les distributeurs disparaissent du business parce qu'ils ne retrouvent plus leur bénéfice dans leur affaire là. Et dans le même temps, pendant qu'il y a les copies qui sortent, tu as le compact disque qui gagne du terrain, qui arrive, qui fait disparaître le vinyle. Et avec lui, le piratage prend davantage d'ampleur. Parce que ceux qui ont les graveurs à l'époque, les graveurs, ils font des copies, vraiment. Tu viens, je dis une bêtise, tu es petit pays, tu viens de sortir ton nouvel album. Le même soir, tu te retrouves dans une compile avec Guy Sangui, Guy Lobert, machin, truc, sur le marché Congo. Tu dis, mais comment l'affaire là se passe? Donc, rien que déjà, dans la manière de distribuer la musique, ça a obligé certaines personnes à disparaître ou à changer leur modèle économique, au point d'affecter donc le modèle de production de la musique. Tu sais, la musique, l'homme a une partie intelligente et un subconscient qui, à un moment, est saturé, quoi. Et à un moment, il n'y a plus une exigence au niveau de la créativité, au niveau de l'offre, quoi. Tout le monde fait la même chose. Tu vois? Ça, c'est le premier, ça, c'est mon point de vue, quoi. Tu vois? Au Cameroun, par exemple, tout le monde voulait faire ce que les Nigérians font. Donc, vous n'innovez pas. Qu'est-ce que vous leur proposez? Les Nigérians, ils ont fait leur afrobeat en s'inspirant de ce que leurs aînés ont fait. Nous, on a commencé à calquer ce que font les Nigérians, ce que font les Congolais. Donc, si on reste vraiment dans notre contexte, voilà un premier écueil, quoi. Les gars avaient réussi à faire rentrer le hip-hop au Cameroun parce qu'ils avaient contextualisé la chose. C'est-à-dire, ils utilisaient notre langage. On utilisait le franc-anglais. On utilisait les termes qui parlaient, en fait, aux Camerounais. Et ça, c'est quelque chose de super important. On utilisait même les rythmes de chez nous qu'on associait au hip-hop venu des États-Unis, de la France et tout le reste. Et c'est ça qui faisait que ça marche. Au départ, c'est-à-dire dans l'avènement de la musique camerounaise dans les années, j'ai envie de dire, début 2010, là. Mais qu'est-ce qui a fait que ça marche? Qu'est-ce qui a fait que les Salatiennes marchent, les locaux? Mais c'est parce qu'ils te faisaient un savoir romance. C'est parce qu'ils te faisaient des titres, effectivement, qui, j'ai envie de dire, qui épousaient notre culture. Et une fois qu'on a cru qu'il fallait qu'on copie ce qui venait d'ailleurs textuellement pour s'exporter, bah, on a tout perdu. On a tout perdu et ça a toujours été ça. Notre musique a perdu sa véritable âme, en fait. Je le dis, si vous avez l'habitude d'aller dans les festivals, vous allez vous rendre compte que les artistes les plus bookés dans les festivals, ce ne sont pas des artistes qui font de la musique moderne. C'est ceux qui font de la musique de chez eux. Ils viennent vendre quelque chose d'original. Je regardais encore une interview de Burna Boy qui disait que ce que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali font est fort, voyez-vous, parce qu'ils s'appuient sur leur culture. Et je pense qu'on devrait apprendre la leçon, on devrait faire pareil. Ce n'est pas que ça ne se fait pas, ça se fait, mais je pense qu'il faudrait que l'on, que davantage, que l'on se nourrisse de ça. Moi, j'apprécie par exemple un mec comme Phil Bill. Phil Bill qui apporte aujourd'hui une touche nouvelle à travers par exemple son Asiko 3.0, parce que je rappelle que ce que Phil Bill fait, il y a un groupe qu'on appelle un groupe de rap à l'époque qu'il a fait, un groupe séminaire, le groupe séminaire qu'il a fait à travers Asiko 2.0. Donc aujourd'hui, Phil Bill apporte sa touche particulière en transformant
les sonorités avec des ingrédients de musique urbaine. Donc, je pense que ça doit être, c'est notre patrimoine et on doit davantage s'en servir. On est dans le son. On est dans le son. OK? On est dans le son. Quand tu entends les vibes, tu te dis waouh. Mais c'est un peu proche de ce qu'on entend chez Burna Boy, chez Rema. Mais à niveau égal comme ça en musique, OK, il faut que ça sonne alors maintenant. Il faut que ça rentre dans le marché. On est plus compétitif. On est plus compétitif parce qu'on est dans la copie. On a perdu, on ne propose pas quelque chose de véritablement identitaire. C'est pour ça que des gens qui ont des démarches folklore traditionnel, fusion urbain, comme Chris M, trouvent un espace, même si ça reste à bonifier, tu vois. Des gens comme Fadil, même si ça reste très fermé, communautaire, mais c'est ça qu'il faut vendre à l'extérieur. C'est notre identité, c'est ça la musique camerounaise, c'est ça qu'il faut vendre à l'extérieur. Moi, ma conviction, c'est que il faut satisfaire, enfin, si tu veux devenir mainstream et aller à l'international, commence par satisfaire ton public direct. Ton public direct, d'abord. Maintenant, sans t'enfermer dans une box, pour pouvoir exporter. S'exporter, ce n'est pas faire la musique de l'autre, c'est réussir à faire une fusion entre ce qui s'écoute sur d'autres marchés et ce qui te rend toi pertinent. Et ce qui te rend toi pertinent, c'est ta culture, d'où tu viens, comment est-ce que tu l'exprimes. Le jeu d'équilibriste, c'est d'arriver à plaire autant à ton public direct, qui attend forcément de la pertinence aujourd'hui. Il suffit de regarder, de faire une petite étude et de regarder comment est-ce que les auditeurs camerounais perçoivent un artiste camerounais, ce qu'ils attendent de lui. Et ce qu'ils attendent d'un artiste qui vient d'ailleurs, c'est pas la même chose. Je signe avec Loco en management sur son dernier album avec Universal, Era. Il était dans une phase où il voulait être dans une dynamique de renouveler son son. Le challenge, c'était justement de prouver qu'il était l'artiste qu'il était, en fait, et que le risque qu'il prenait était le bon. Donc, quand on sort Era, la première réaction du public, c'est l'album est mauvais. Et quand on sort Don't Call Me Back en clip, juste après la sortie de l'album, et que la chanson marche, on voit progressivement les avis changer. Et finalement, l'album là, c'est vrai que quand tu écoutes bien, tu entends le Makouné. Quand tu écoutes bien, tu entends les Sewe là-bas. Non, il y a eu la recherche, etc. Donc, les gens, en fait, ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est ce que ça nous a appris. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et si tu ne testes pas, tu ne sauras pas. Et ça m'a même fait douter. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé à douter de sa vision parce que le public ne lui renvoyait pas l'énergie qu'il attendait. Pour moi, c'était mon premier gros artiste. Donc, ça m'apprenait le métier de manager. C'est-à-dire qu'entre le manager que j'étais avec Loco et le manager que je suis aujourd'hui avec Sissou, il y a un pont. Je vais prendre pour exemple la République démocratique. Ex-Zaïre. La République démocratique a encore plus d'ethnie que nous, encore plus de langues que nous. Mais ils ont réussi à créer un consensus sur deux langues. Le lingala. Je clique sur le lingala, la plus belle langue du monde. On chante en lingala. Le fait d'avoir trouvé ce consensus a créé le marché, qui était dormant. C'est-à-dire que c'est la population congolaise. Mais le fait de savoir que la plupart des Congolais parlent le lingala, la plupart parlent le lingala, il y a ce consensus. Et quiconque sort un truc, les Congolais achètent. Ce qui, quelque part, fait l'essence, nous, de nos musiques, c'est typiquement notre identité. C'est ça qui nous rend uniques dans la sphère internationale. Avant, un artiste qui perçait d'abord effectivement en local. Mais comme aussi nos jeunes artistes ont des rêves de grandeur, et justement parce qu'ils ont cette envie de l'ailleurs, loupent plusieurs étapes. Et que je dis depuis déjà 15 ans, on commence d'abord par maîtriser son propre marché local. Parler d'industrie, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas d'industrie. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'industrie, il y a quand même des acteurs, il y a quand même la proposition, mais je dirais qu'elle est naissante.
et qu'elle a vocation à grandir? Il n'y en a pas. Il y a un flou. Je ne veux pas dire non, parce que tous les éléments qui constituent une industrie, on a ces éléments-là. Ça veut dire tous les métiers. Maintenant, est-ce que c'est structuré? Ça, c'est sûr que c'est non. Nous nous greffons au canon de l'industrie musicale extérieure. D'accord? Si c'est ça que vous appelez l'industrie, ok, d'accord, il se greffe à ça. Mais sur le plan local, il n'y a pas d'industrie. Le Cameroun doit d'abord se rendre compte que si on veut être émergent, comme l'État le dit à l'horizon 2035, on doit repenser notre modèle économique, social et surtout culturel. Ce qui va de quoi? Donc, si le Cameroun veut atteindre la félicité, elle doit mettre un point d'honneur à la valorisation de nos acquis culturels. Parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et d'où on vient, c'est notre culture. Et donc, quel est dans l'état de la culture Cameroun? Il faut faire un état implacable. C'est quoi? C'est que nous sommes en 2025, lors du site d'enregistrement. Le Cameroun n'a pas de statut pour son artiste. Comment est-ce que tu veux expliquer que les artistes veulent atteindre un certain niveau si déjà, en termes de statut, légalement, ils n'ont pas de statut? C'est un premier problème. Le second problème, c'est qu'on n'a pas d'éditeur au Cameroun qui peut identifier de façon claire, immatriculer les œuvres et les retrouver. Pour ce qui est de la présence des labels, des majors, tout le monde connaît ma position vis-à-vis de ça. Je ne les aime pas. Je suis un des rares à assumer complètement ces propos parce que ce sont des bandits. Une major ne vient pas vers toi pour t'aider. À partir du moment où tu penses à ce que tu es fou. Elles ont juste observé l'ambiance locale. Il faut savoir que en matière de royalties, les copyrights du monde entier sont influencés à 97% par l'Afrique. Donc il y a ce qu'on appelle les œuvres non documentées qui ont eu une grosse influence sur la musique du monde entier. Quand on fait le ratio, chaque pays africain perd par rapport au non-doc entre 200 à 400 milliards de francs CFA chaque année. Et c'est un argent qu'on ne peut pas toucher parce qu'il appartient à des éditeurs. Moi, j'ai vu quand Ben Deka a signé chez Universal, c'était... C'est pourquoi? Parce qu'il le signe en production et en édition. Dès qu'ils signent en édition, ça leur permet d'aller prendre l'argent qui a été laissé pour lui en édition. Je parle, moi, j'ai pas peur d'eux, je me cache pas. Je le dis, je l'assume. Et j'ai eu l'occasion de parler avec le directeur de la Sonacam. C'est du détournement de droit d'auteur à ciel ouvert. Je vais fédérer toutes les forces, je vais ramener tout le monde pour qu'on regarde vers la même direction. Je vais élargir l'assiette de perception et je vais assurer que les répartitions se fassent chaque 3 mois comme partout ailleurs. Parce qu'on ne peut pas parler de droit d'auteur au Cameroun si on n'est pas capable d'identifier de façon claire qui est joué, combien de fois, à quel endroit, sur quel support et faire des répartitions de droits d'auteur. C'est du détournement. Tu as un JB, rappeur en Côte d'Ivoire, qui va toucher 30-35 millions de droits d'auteur. Au Cameroun, à la même période, on appelle des ténors, qui sont équivalents sur le plan local, pour lui donner 50 000 francs CFA. Donc tout est biaisé à la base. Tu vois des gros artistes qui n'arrivent pas, qui peinent, j'ai envie de le dire, à promouvoir leur musique dans les médias. Pourtant, toi, tu te dis, mais ça marche pour lui. Bon, le peu d'argent, ben alors l'argent qu'il a reçu, qu'est-ce qu'il en a fait? Tu discutes avec des gars qui ont un gros nom au Cameroun et te dis, gars, ça fait 203 ans que je sais véritablement comment ça marche le droit d'auteur. Des beatmakers qui ont fait des sons et des sons. Je prends le cas de Philby parce qu'il en a parlé publiquement, par exemple, qui te dira qu'il a fait des chansons, des blanches parlées, tout ce qu'il a fait à l'époque là. Lui, il se contentait, par exemple, de ce qu'on lui donnait au studio. Il ne savait pas, par exemple, qu'il fallait être inscrit à la SACEM, qu'il fallait être inscrit voilà, dans une société de droit d'auteur pour pouvoir récupérer même ses droits. Parce que ce n'est pas que ce qu'on te donne au studio là qui compte en fait, non? Ce qui est d'autant plus con quand tu vois un jeune qui te dit que, gars, grand, vos histoires de droits là, ça se peut, on pourrait là, blablabla. Non, 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 mon ami. Il n'y a que par tes droits que tu es puissant. Autre chose, c'est que nos médias ne sont pas assez forts. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai un peu vu comment ça se passe de ce côté. Et je pense que là-bas, ils ont beaucoup plus de médias spécialisés que nous ici au Cameroun.
Au Cameroun, on a une pléthore de médias, mais la pléthore de médias veut juste justifier le fait que nous ayons une liberté d'expression au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle un média comme Trace Cameroun, à un moment, donnait le ton. Parce qu'ils étaient seuls. Enfin, ils sont les seuls. Voyez-vous? Le seul média camerounais que l'on a qui puisse faire, ou alors les seuls médias que l'on a qui puissent faire face à Trace, c'est un média comme Boom TV ou encore Canal 2 International. Donc, je pense qu'au niveau des médias, si on avait beaucoup plus de médias spécialisés, ça allait avoir un gros impact sur notre écosystème, sur les industries culturelles et créatives, et donc par ricochet sur la musique urbaine. Et donc la musique même en général au Cameroun. Ensuite, il y a un problème financier, bien sûr. Il ne faut pas oublier que 99,9% des artistes camerounais sont indépendants ou sont dans des labels indépendants. Donc, c'est très compliqué d'aller faire face à des Wizkid, des Tems, des Davido, qui eux sont portés par de grosses machines et ont énormément de moyens financiers en termes de production, en termes de communication, de marketing, de branding. C'est un problème qui peut être résolu, mais ça va demander du temps. Ça va demander du temps parce que ça va demander deux choses. Déjà, de comprendre notre marché direct, d'arriver à se créer une économie directe, de façon à réinvestir donc dans du contenu, dans le marketing, etc. et devenir un compétitif à l'international. Cela participe aujourd'hui, c'est-à-dire que les artistes camerounais ont faim, ont soif. Et c'est réel, ils n'ont pas d'argent. Comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent dans un environnement que j'ai appelé ça un environnement de chaos métamorphe? Parce que c'est un chaos qui se métamorphose continuellement au gré des saisons. Aujourd'hui, c'est le droit d'auteur, demain, c'est les cachets ou les revenus, après, etc. C'est compliqué. C'est tout ce qui a contribué à ce plafond de verre-là. Donc, il y a un manque même de modèle, de business model qui... Enfin, le business model s'arrête à, OK, Stanley, no, Mr. Léo, Salaciel, whatever. Mais un business model qui t'amène vers Fally, qui t'amène vers Burna Boy, on n'en a pas. Et c'est ce qu'il faut. Il y a des gens qui essayent aujourd'hui de faire cela. Il y a Kosi, par exemple. Pas parce que c'est mon artiste, mais c'est quelqu'un qui essaye. On dit, par exemple, il faut entrer au Nigeria. Il a essayé, il a dépensé des millions. Il a réussi à entrer un peu. Mais tout ça, c'est un cobaye. Ça reste un cobaye. Il essaye. Il voit ce qui peut marcher, ce qui peut moins marcher. Il y a d'autres artistes qui essayent de... Mais on n'a pas de business model clair, carré, qui pousse plus loin que ce qu'on a depuis 2018-2019. C'est bien beau de se dire que, ouais, Taïké est camerounais, on le revendique. Mais si Taïké avait grandi en Vogada, il ne serait personne. S'il avait chanté ce qu'il chante en France aujourd'hui, en Vogada, il ne serait personne. Parce que la preuve, c'est qu'on a Loco au Cameroun, qui est son équivalent. Mais qu'est-ce qu'on fait de Loco? Je discute avec des gens qui te posent la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la musique qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi ça m'était? Pourtant, les gars, ils idolâtraient à la limite nos artistes. Et quand je te parle de nos artistes, je ne te parle pas de Prince et Yango, qui ont eu du succès, les talents André-Marie, qui ont eu du succès là-bas à une certaine période. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je te parle de la génération de Jovi, je te parle de la génération de Stanley, de Loco, mais c'était des superstars dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les rôles se sont inversés. Après, c'est cyclique, hein. C'est clair que la vie est cyclique, mais je pense qu'on a tout pour revenir, j'ai envie de dire, au sommet en fait. On va aller à Douala rencontrer notre petit frère et sa boîte de distrib, là, j'oublie le nom, mais qui est un sous-marin de Believe. Bon. Je lui dis, mes frères, tu es toujours en train de parler de chiffres ici, au gars. Ouais, tel a fait 40 millions de streams en écoute sur Boomplay, tant de millions de ceci. Je suis d'accord avec tout ça, mais son combien, c'est combien? Ça donne combien? Vous parlez de chiffres. Est-ce que tu sais comment on fait pour que ces chiffres-là se transforment en argent?
Le Cameroun n'a pas de QR code. Explique-moi comment au niveau du point .cm, www.cm, comment 1 million de vues sur YouTube se transforment en argent. Explique-moi. Non, non, c'est pas ça. C'est que statistiquement, l'avenir, laisse les violons. Aujourd'hui, la question du statut de l'artiste est quasiment en train d'être réglée. Peut-être les gens ne le savent pas. Ça, c'est primordial. Deuxièmement, il y a un fichier national qui a été mis en place par rapport aux identifications des uns et des autres, mais qui est plutôt devenu un fichier global fourre-tout, qui devrait être corrigé parce que le fichier national a été créé pour identifier les différents acteurs. Ça veut dire que quand un ministre des Arts et de la Culture monte au créneau, il doit être capable de dire que chez les artistes musiciens, j'ai tant de personnes. Chez les interprètes, j'ai tant de personnes. D'accord? Il faudrait, pour les politiques, avoir une véritable politique culturelle pour ce pays. Et pour ça, il faudrait que ceux qui sont au sommet de l'État travaillent avec les professionnels des industries culturelles et créatives parce qu'on en a. Donc, il faudrait que ces derniers puissent travailler en synergie avec nos professionnels. Ça, c'est au sommet de l'État. Et mettre les moyens à disposition pour encadrer tout cela. Parce que si on n'a pas d'infrastructure, si on est désorganisé, si on n'est pas structuré du tout, ce n'est que normal que les résultats que l'on a là persistent. Quand on me convoque en 2024 pour me dire que oui, on doit aider à démontrer que le secteur peut générer de l'argent, là, excuse-moi, on est dans la folie pure. Surtout quand je sais que en 2019, on s'est battu, on a pris un stand au Midem à Cannes, à nos propres frais, c'est-à-dire 30 000 euros. On a créé un stand Cameroun où tout ce qu'on demandait, c'était la présence du ministre des Arts pour créer le link entre lui, le ministre de la Culture français, le directeur de la SACEM et le directeur de la CISAC. Il nous a envoyé un de ses conseillers techniques. Bon, les gars, quand on change de ministre et qu'un autre arrive, il dit qu'on doit démontrer que ce secteur pouvait générer de l'argent, j'ai envie de lui dire que tu vois le truc qu'on a botté en touche en 2019, le Midem faisait sa première tournée africaine. Et chaque pays où le Midem est passé, chaque pays bénéficiait de 16 milliards de francs CFA de subventions. Vous avez jeté ça à la poubelle. C'est complexe. Mais le fonctionnaire a toujours l'impression qu'il est omniscient dans un secteur qu'il ne maîtrise absolument pas. Et c'est pour ça que moi, j'en veux même un peu aussi à tous ceux qui vont se présenter aux élections. Parce que en 2018, aucun des candidats aux élections présidentielles n'avait une véritable politique pour la culture au Cameroun. Au niveau de la censure des musiques étrangères, de grâce, n'allez plus au ministère des Arts parler de ça parce que c'est pas là-bas que ça se gère. C'est le ministère de la Communication qui gère ça. Les quotas de diffusion, c'est pas le ministère des Arts et de la Culture qui gère ça. C'est le ministère de la Communication. Et leurs interlocuteurs, si vous ne savez pas, ce sont les associations et les syndicats, pas les individus. Parce que ce sont ces associations et syndicats qui ont la température et qui viennent dire que non, tel que c'est là, non. Non. On ne peut pas jouer au Cameroun 90% de musique étrangère pour 10% de musique locale. Et les gens trouvent ça normal. Les Camerounais t'expliquent que c'est normal. Non. Non. Sortez un peu de votre pays. Ça n'existe pas. J'ai un ami qui aime souvent dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la Culture aux États-Unis. Il n'y a pas de ministère de la Culture aux États-Unis. Il n'y a même pas de secrétariat d'État à la culture. Pourquoi? Parce que c'est le ciment de la société américaine. Donc, quand un gars a un film
qui doit tourner, par exemple, sur la guerre, ce n'est pas le ministère de la Culture qui est son partenaire. C'est les forces armées. C'est le ministère de la Défense qui lui donne les moyens d'avoir les chars originaux, l'armement original. Parce qu'on sait que derrière, c'est le prestige américain qui sera devant. Des films comme le 4 août, Independence Day, des hommes d'honneur, des choses comme ça, les Top Gun. C'est ça le truc. Même 24 pour nous, c'est le principe. À partir du moment où le drapeau américain sera mis en valeur, les gars mettent les moyens. Donc, ça rejaillit dans la mode, le cinéma, la littérature, etc. Donc, ce que nous devons faire de notre côté, peu importe, je parlais tout à l'heure de l'État, non, c'est que la communauté artistique doit prendre conscience de ce qu'elle représente dans la société comme force. Un programme comme Coke Studio Africa me contacte. Hey, this is Loco from Cameroon. Catch me on Coke Studio Africa 2017. On a l'habitude, on est tellement conditionné, on a l'habitude de se vendre moins cher. Puis je dis, ah ouais, j'envoie des dossiers de presse, tout ça, c'est calé. Quand on me dit, ok, c'est validé, je dis, c'est bon. Après, elle me demande, vous voulez combien? Pour la presse. Ça prend combien pour une prestation de Loco? Je suis comme, ah, on paye. Je dis, mais bien sûr. Je lui ai dit 2 millions, mais si c'est trop, dis-moi. J'ai dit à la personne qui le plug. Que si c'est trop, dis-moi, parce que j'ai peur que j'ai taxé trop fort. On me dit, non, ça va, on va changer d'artiste. Quand j'ai dit 2 millions, elle a rigolé. Et j'ai quoi? Elle dit, non, attends, laisse-moi revenir vers toi. Le lendemain, elle revient, elle me dit, j'ai pu avoir 15 000 $, qui valait 8 millions. 4 fois ce que j'ai demandé. Mais la leçon que je retiens derrière, c'est que on s'est tellement sous-évalué à ce niveau. Du coup, chez nous, on nous a tellement maté l'esprit que vous ne valez rien. Quand on t'appelle ailleurs, et c'est arrivé plus d'une fois, hein. On m'appelle, on me dit, combien l'artiste? Je dis n'importe quoi. 5 millions, on dit, ok. C'est ce que ça fait mal quand tu taxes. On te dit, ok. Direct, sans négocier. Ça veut dire on voulait donner plus. Mais tu as donné, c'est comme ça. C'est parce on nous a tellement habitués à vous ne valez pas pratiquement rien. Et même Coke Studio Africa, pour revenir dessus, j'arrive sur place. Dès que j'arrive, on m'avait déjà fait le virement. J'arrive sur place, on me donne des enveloppes. 2 enveloppes. Et je dis, mais, on me dit, non, ça n'a rien à voir avec le cachet, ce sont des perdièmes. Par jour, vous avez 1 semaine chacun ici. Ça n'a rien à voir avec votre nourriture et tout le reste. Hein. C'est juste au cas où. Le au cas où. On a 100 $ par jour passé ici. Donc 700 $ chacun. C'est comme ça que ça se passe dans les cercles où on respecte l'art. Et même certaines exigences que j'avais pas particulièrement demandé, 5 étoiles, business class et tout le reste. Et c'est pas parce que je sous-estimais mon artiste. Particulièrement. C'est juste que je me trouvais ça normal. J'étais comme, ok. C'était une humilité. On nous a rendu trop humbles. Le jeune artiste qui commence à se poser des questions sur la pérennité de sa carrière, de son projet, tu vois, il va savoir qu'il doit apprendre de tout le monde autour de la musique, qu'il doit se retourner pour aller voir ce que les aînés ont appris. Vous avez déjà écouté les interviews des jeunes artistes occidentaux, les machins. Ils ont des références, hein, et ils sont solides dans les références. Ils disent que moi, j'ai commencé la musique parce que j'aimais tel, j'ai écouté toutes ces chansons, j'allais à tous ces concerts. Aujourd'hui, tu as un gamin qui est dans la musique, qui ne connaît même pas Dinabel. Tu vois? Non, ça suppose que pour toi, la musique commence avec toi. Ce n'est pas possible. Il faut connaître, quand je vais entrer dans un milieu, il faut que je sache c'est quoi ce milieu, quoi. De quoi est-ce qu'on parle? Les gens prennent Richard Bona comme référent, mais lui, vous avez vu comment il encense des guitaristes comme Guimé Manulo qui ont été les boussoles pour lui, quoi. Tout enfant. Lorsque tu sais pas, quand tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas où tu vas, en fait. Si tu ne connais pas ton histoire, à un moment donné, tu seras buté. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est ce qui s'est passé avec notre génération. C'est qu'on a rapidement avancé, on a oublié de s'appuyer
sur nos bases, en fait. Et nos bases, ce sont ces papas-là. Ces deux générations se regardent en chaîne de faïence. Et c'est dommage. Pourtant, il y a des anciens qui ont beaucoup à enseigner, à transmettre. Et donc, pour le sans publicité, il y a un concept que j'ai trouvé super, Orange Music Legend, qui a permis de créer le pont entre les anciens d'une génération antérieure des années 80 et des jeunes pousses des années 2010, par exemple, qui ont permis de pouvoir réconcilier des générations de 30 années d'écart, de pouvoir se rencontrer et de faire des chansons ensemble. Et donc, ce sont des initiatives comme ça qui doivent être multipliées afin de permettre que les anciens et les plus jeunes puissent se parler. Nous sommes en Afrique, la tradition orale voudrait que tu puisses parler avec tes aînés, parler avec tes parents, et la transmission se fait de façon orale. Déjà, et pour que la transmission puisse se faire, il faut déjà faire montre d'humilité. Être prompt à écouter, à comprendre et accepter que tu ne connais pas. Et que même ce que tu connais, on peut t'apprendre quelque chose. La transmission, c'est pas un ancien qui va aller chercher les petits que venez, je vous transmets quelque chose. La question serait, est-ce que les jeunes vont vers les grands prendre? Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller prendre. Tu peux t'en inspirer. Tout n'est pas documenté exactement comme on voudrait, mais on devrait arrêter de porter certaines personnes responsables de l'échec des autres. Un père est responsable de l'éducation de son enfant, mais ça marche pas dans la musique. Ils étaient là avant, on les a écoutés. Si tu veux faire de la musique, tu t'inspires. Ce serait intéressant effectivement de rentrer, de pousser les jeunes artistes à aller chercher, à expérimenter. Mais ça leur demande de la créativité, ça leur demande du temps de créativité et de la prise de risque. Sauf qu'on est dans un environnement où déjà être artiste est risqué. Ça ressemble plus à un hobby, ça ressemble plus à une folie de se lancer dans la musique. Donc, très peu laissent la place à leur créativité, je vais tester ça pour voir si ça marche. Non, ils veulent aller vers des modèles qui, pour eux, fonctionnent déjà. Ah, il y a une traîne à Amapiano. Allons sur la Amapiano. Ils sont obligés d'aller straight to the point. Ça veut dire que vraiment, c'est la balle du shérif. Quand je tire là, c'est la seule balle que j'ai. Et je dois maximiser pour rentabiliser ou avoir au moins un impact. Dieu merci, comme je disais tantôt, il y a une génération qui a commencé à comprendre cet état des choses et à aller vers ces vues-là qui, aisément, se sont ouverts à eux. Vous voyez, au DOMAF, par exemple, chaque année, on a un parrain. C'est pas fortuit, en fait. Quand on a un parrain, c'est pour permettre effectivement à ce parrain-là de parler avec la nouvelle génération, de leur expliquer à leur époque comment les choses se faisaient, de leur donner des tips, en fait, pour pouvoir améliorer ce qu'ils font déjà de bien. Aujourd'hui, je vois des gens tirer à boulet rouge sur Ténor, parce que oui, il est dans le Bikouti aujourd'hui, tout ça, mais ils ne savent pas que c'est une véritable richesse, ce que le Bikouti nous offre aujourd'hui. On a eu les têtes brûlées qui ont fait le tour du monde à travers le Bikouti électrique. Donc, si aujourd'hui on a des jeunes comme Ténor ou encore comme Sissoul qui s'inspirent du Bikouti pour nous offrir ce qu'ils ont aujourd'hui avec des ingrédients urbains, je pense que c'est une richesse. Jovi, qui à chaque fois dans ses albums, au moins rend hommage à des artistes. On devrait se servir de la richesse culturelle, la richesse musicale que l'on a pour pouvoir nous exporter. On devrait prendre ça comme trampoline. On a un projet qui est sorti il y a quelques jours, issu de la dernière résidence du DOMAF, Foya Baya, qui parle à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une réelle identité derrière. Ils ont samplé du Lapiro de Mbanga. Lapiro de Mbanga, ça parle à tout le monde, à tout Camerounais. Que tu écoutes, que tu comprennes le pidgin ou pas, ça te parle. Aujourd'hui, on a un rythme musical qui est né dans nos veillées, dans nos quartiers populaires, qu'on a appelé le mbonné. Qui, par exemple, est issu, qui est, je veux dire, un bijou précieux made in Cameroun, est
la preuve vivante que les efforts d'intégration nationale ont porté leurs fruits. Parce que entre le franc-anglais, qui est une langue nationale qui nous ressemble et qui nous rassemble, en termes de langue, on a maintenant en termes de rythme le mbolé. Le mbolé qui n'a pas une appartenance ethnique propre. Nous sommes là pour vous donner le sourire. Pour 5 minutes, quand notre rythme vous baisse. Regardez le sourire. Un jour ou l'autre, pour toi va sortir. Et c'est le C'est la musique la plus écoutée du Cameroun, hein, je peux vous dire pour l'instant, et la plus dansée par les jeunes. Donc le nombre de personnes qui dansent ça et qui écoutent ça, c'est supérieur à tous les genres de musique pour l'instant au Cameroun. C'est le rythme le plus écouté. D'après une étude qu'on a terminée d'ailleurs avec le Conseil camerounais de la musique très récemment. Ça fait très local et on compare une personne à comparer une fois au phénomène rap. Et je pense, et je partage l'avis, ça veut dire une musique qui vient de la rue, qui a les codes de la rue, qui a un peu les mêmes types de revendications et les mêmes vices aussi. Ça manque juste un peu de canevas, de quelque chose la structure. Mais pas au même niveau que l'autre, parce que la structure ici, c'est même les artistes eux-mêmes, il faudrait qu'ils aient la vision, qu'ils puissent comprendre. Je ne tire pas sur eux complètement parce que leurs conditions, en général, n'aident pas. Quelqu'un qui vient de loin, qui vient du ghetto, qui n'imagine pas avoir un certain type de succès, a du mal à gérer quand c'est en haut. C'est pourquoi on a beaucoup d'épiphénomènes. Il y a des artistes, tu connais, on te donne le nom, même tu connais pas. On te dit, ah, on mime le son, tu fais, ah, c'est lui. Ils ont une très belle énergie, une très belle dynamique. Pour moi, le mbolé, c'est le coupé décalé du Cameroun, quoi. C'est-à-dire que les gars, les Ivoiriens se sont posés un moment. Même Arafat vivant, hein, quand il faisait le bruit, brrr, ils se sont posés un moment. Attends. Ce que les Nigériens font là même, un peu, quand on regarde un peu comment les gens le font. Ils ont pris le temps de comprendre que à côté de cette dynamique coupée décalée là, il faut poser quelque chose de constructif, d'élaboré. Voilà pourquoi ça s'est resté. Et Arafat a engendré des lieutenants qui continuent de perpétuer le truc. Le mbolé n'a pas ça au jour d'aujourd'hui. Parce que quand tu écoutes même des mecs comme le titre Caleçon, par exemple, de Kossi et Coco, c'est ni plus ni moins que du mbolé. Devant le juge, j'ai dit qu'elle n'a jamais gnoxé. Aujourd'hui, maman, tu vas gnoxer. C'est du mbolé, en réalité. C'est vers cette direction-là qu'il faut aller. Mais eux, ils sont dans leur énergie, quelque chose de très instinctif. Et ils sont un peu comme dans le Menjan, la musique de rue, la musique de proximité, là. Où on est quelque part dans un espace, on peut jouer de tout et de rien. Vite fait, bien fait, on se déplace, on part ailleurs. Il manque simplement l'exigence artistique qui va faire qu'ils puissent proposer des œuvres qui traversent le temps. C'est vrai qu'il y a plein d'arrangeurs, hein. Abega, qui est un super musicien, ça, beaucoup de gens ne savent pas, qu'à la base, lui, il est bassiste, quoi. Il est bassiste et il est arrangeur, oui. Moi, je l'ai connu, de toute façon, moi, je l'ai connu comme bassiste. Je savais même pas qu'il avait un studio. J'avais besoin d'un bassiste sur un projet et quelqu'un me l'a présenté, quoi. C'est comme ça qu'on est devenus copains. Après, j'ai trouvé qu'il avait un studio et qu'il travaille beaucoup sur la promotion du mbolé. Donc, il est dans cette réflexion, comme beaucoup d'autres musiciens, quoi, tu vois. Parce qu'il y a quand même, il reste une vraie différence. Ça aussi, ça participe à freiner les musiques urbaines, tu vois. Rester à créer des musiques en s'appuyant sur l'ordinateur sans vraiment connaître la musique, même savoir que c'est do, ré, mi, fa, sol, juste à l'oreille, c'est un problème, quoi. C'est un vrai problème. Ensuite, le mbolé aujourd'hui a besoin d'un travail de branding, associé très fortement à une catégorie de personnes qui sont, pour moi, c'est des stéréotypes. Mais c'est un rythme qui, selon moi, avec un peu de musicalité, de créativité et un meilleur branding, peut s'imposer. Là, je travaille dans un centre aujourd'hui, Jalmic, qui fait la promotion du patrimoine musical et beaucoup plus large africain. Et nous avons en résidence
des jeunes artistes du Mbolé, mais qui font du Mbolé avec le tam-tam, qui, à l'origine, est l'instrument principal du Mbolé, quoi. Si tu veux durer dans le game, il faut un moment que tu te poses et que tu trouves un son, une couleur, un esprit où tout le monde va venir fédérer. Il faudrait que les artistes prennent un peu plus de risques, sans forcément viser, se dire qu'ils sont en train de se fermer un marché. Et parce que souvent, quand on a ces conversations avec les artistes, c'est non, moi, j'ai pas envie de me diluer pour contenter le public camerounais, tout ça, tout ça. Sauf que tu as Douala, Makepe, voilà, tu es pas à New York, tu vois. Et le gars de New York a besoin de voir quelque chose qui l'intéresse. Et peut-être que le rythme que tu as à Makepe là peut l'intéresser si tu lui ajoutes un peu de ce qu'il connaît, un peu de ce que toi tu amènes, etc. Donc c'est vraiment pour moi, c'est vraiment le mindset aujourd'hui. On arrive à une industrie, un jour on va y arriver, ça prendra encore un peu de temps, mais que les gars ne baissent pas les bras, on va vers quelque chose, je sais pas quoi, mais on part.